Salut les passionnés de baseball, ici Zach Langlois du balado Le Monticule. Très content de discuter avec toi avant le balado qui va débuter. J'ai eu la chance d'avoir Mark Griffin en balado, très généreux de son temps, une discussion qui a duré près de 2 heures et j'ai décidé de séparer ces deux épisodes-là en 50 minutes. C'est un épisode important pour moi parce que c'est un idole que j'ai depuis longtemps, tant dans la communication que vers le baseball. Et c'était vraiment agréable de discuter avec lui. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi j'en ai eu à avoir une belle discussion de baseball avec lui. Et on se revoit prochainement pour un autre épisode du Monticule. Aujourd'hui, au Monticule, on reçoit un homme qui a marqué le baseball québécois. Il a porté les couleurs des Dodgers de Los Angeles de 1989 à 1991 pour ensuite, en 1993, faire son entrée avec les Expos de Montréal. Depuis maintenant 12 ans, début de sa 13e année cette année, il fait partie de notre quotidien à RDS, à la description des matchs de baseball avec Alain Urso. Voici Mark Griffin. Salut Zach. Salut Mark, ça va bien? Très bien, merci. Moi, je suis très content, comme je te disais, là, de te recevoir aujourd'hui. Et mon questionnement le plus intéressant, parce que naturellement, avant l'entrevue, j'ai fait des recherches sur ta carrière pour découvrir d'où le baseball commence pour toi, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu à travers tout ça. Et j'ai découvert certaines choses, mais l'élément le plus important, j'aimerais savoir, le baseball dans ta vie, dès le départ, a été introduit par quelle personne? Ben, écoutez, moi, je suis chanceux parce que je viens d'une famille de quatre garçons. J'ai trois frères, donc aînés, et inévitablement, on se lançait la balle l'été, on jouait au baseball, donc l'été, au hockey l'hiver. Je pense que tu sais, c'était comme un naturel que l'été, ben, mes parents nous inscrivent au baseball. Puis, alors, j'ai pas fait exception. Donc, dès l'âge de 6-7 ans, on m'a inscrit au baseball. Mais moi, j'ai eu plus la piqûre que mes frères. Là. Mes frères ont pris des retraites très, très jeunes, disons. Mais écoute, ça a cliqué. En fait, j'aimais tous les sports. C'est sûr que lorsque tu as 6, 7, 8, 9 ans, là, bon, tu t'amuses avec tes amis. Mais c'est devenu quand même assez rapidement euh, un sport important avec l'écoute du baseball des expos à la radio. J'étais toujours capté par ça. Je voulais toujours savoir qu'est-ce qui se passait. Fait que c'est un sport qui m'a toujours attiré. Puis inévitablement, plus tard, ben, euh, lorsqu'on commençait à avoir des choix déchirants de soit jouer au hockey, soit jouer au baseball, ben, j'ai toujours penché vers le baseball. Et à quel moment ce choix important-là s'est produit pour faire vraiment la décision entre le hockey ou le baseball ou autre sport et le baseball? Écoute, c'était assez tard quand même parce que bon, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de sport-études, c'était moins bien organisé. Fait que moi, j'ai pu jouer là, pratiquement mes 2 années midget au hockey avant que je puisse bon, vraiment prendre une décision. C'est lorsque je suis parti m'entraîner avec l'équipe canadienne sur une base annuelle là, à Vancouver. Donc, j'avais pratiquement là, 17 ans pour dire, ben, là, ben, pas malheureusement, mais il fallait que je fasse un choix. Mais j'ai fait un choix où c'est drôle parce que je suis parti donc à Vancouver pour jouer au baseball, mais je me gardais toujours une petite porte ouverte pour jouer au hockey. Je disais aux gens, ben, je vais partir de septembre à décembre à Vancouver, mais si j'aime moins ça, est-ce que j'aurai une petite place au mois de janvier avec une équipe? Mais finalement, écoute, le cheminement du baseball à temps plein a commencé à ce moment-là. Et justement, l'équipe canadienne, dans les années 86-87, est apparue. De quelle manière tu as eu la chance de jouer sur cette équipe-là? Écoute, j'avais été invité au camp d'entraînement de l'équipe canadienne junior à l'époque. On était quatre Québécois, donc je remercie beaucoup Albert Marié, qui était à l'époque le directeur technique de Baseball Québec et qui nous avait permis de nous rendre au camp d'entraînement. À l'époque, j'étais un receveur. Moi, j'étais un receveur pour plusieurs raisons. Un, j'étais un admirateur de Gary Carter. Deux, mon bon ami Stéphane Bédard, avec qui j'ai grandi, était notre lanceur. Tu sais, à l'époque, il y avait un ou deux lanceurs par équipe. Stéphane lançait tous nos matchs. Il lançait très fort. Mais moi, on se lançait tout le temps, donc j'étais capable d'être son receveur. Donc, je suis devenu receveur un peu de cette façon-là. Tout ça pour dire que je me suis retrouvé au camp d'entraînement de l'équipe canadienne junior comme receveur.
Mais ayant un physique de à peu près 6 pieds, 165 livres, j'arrive là, puis c'est tous des gars de l'Ouest de 6 et 2, 190 livres. Je n'étais pas tellement certain d'avoir ma place à ce moment-là. Écoute, une semaine après le début des camps, ben, c'est les coupures. Là, puis moi, je pensais de me faire couper parce que je voyais que je frappais bien, je faisais des choses bien, mais je voyais que comme receveur, ça n'allait pas fonctionner. Puis le coach de l'équipe canadienne junior a transformé ma carrière à ce moment-là parce que deux choses. Premièrement, il m'a lancé un gant de voltigeur pour dire tu ne seras pas un receveur, mais on aimerait ça que tu es au champ extérieur parce qu'il dit tu es un des plus rapides ici. Fait qu'il dit il va falloir que tu utilises évidemment cette vitesse-là. Et il m'a dit dans la vie, il va falloir que tu apprennes à exploiter tes forces. Tes forces, ce sont la course et ton bras en défense. Alors, il faut que tu aies une position que tu vas les exploiter, ces forces-là. Et améliore tes faiblesses, mais mets toujours tes forces au-dessus de tout. Il m'a dit, tu as une semaine pour nous montrer ce que tu sais faire dans le champ. Alors, à ce moment-là, je suis devenu un voltigeur et une semaine plus tard, j'ai fait l'équipe canadienne junior comme voltigeur. Alors, je suis entré dans le cercle de l'équipe canadienne pour faire l'équipe en 87 pour aller aux Jeux panaméricains, pour faire l'équipe en 88 pour aller aux Jeux olympiques. Alors ça m'a vraiment propulsé parce que honnêtement, tu sais, tantôt tu me parlais, est-ce que j'ai le choix entre le hockey et le baseball? Quand j'ai choisi le baseball pour partir avec l'équipe canadienne, c'est qu'on m'a fait miroiter l'idée ou la possibilité, en fait, d'aller aux Jeux olympiques. Tu sais, moi, pour jouer professionnel, c'était même pas nécessairement dans mes radars, mais de fait de pouvoir aller jouer aux Jeux olympiques, par contre, ça, c'était un élément qui était important. Donc, tout ça s'est passé à ce moment-là. Puis, je remercie encore Jim Ridley, qui était mon gérant à ce moment-là, qui me transformait en voltigeur parce que plus tard, j'ai signé mon contrat professionnel comme voltigeur. Et justement, en 1988, les Olympiques ne considéraient pas tout de suite le baseball comme un sport olympique. Comment l'appréhension d'arriver aux Olympiques, ne sachant que c'est pas nécessairement un sport, parce que en ayant fait des recherches, tentant de trouver l'équipe canadienne en 88, quelles performances ils ont eu, les résultats un petit peu, ça a été plus difficile à trouver. Ouais. Quand tu es arrivé là-bas, comment ça s'est passé, sachant que c'était un petit peu l'objectif de faire ses preuves, essayer d'amener le baseball à devenir un sport olympique? Ben, c'est un peu ça. C'est un sport de démonstration. C'était la deuxième année que le baseball était un sport de démonstration aux Olympiques. C'était important parce que on voulait donner un bon spectacle, on voulait que ça soit intéressant, on voulait que, tu sais, je pense que chaque pays représenté voulait que le baseball reste comme sport olympique. Alors, on avait un objectif précis tu sais, oui, de gagner évidemment, mais de donner un bon spectacle. Mais on n'a jamais senti que t'es de deuxième ordre. On a fait partie de la délégation canadienne, on était évidemment à la cérémonie d'ouverture qui était tout à fait fantastique. Jamais on s'est fait. Une fois que tu étais aux Olympiques, que tu sois un sport de démonstration, un sport officiel, un sport individuel, un sport d'équipe, ou tu sois peu importe le rôle que tu joues dans chacune des équipes, tu es un Olympien, tu fais partie de l'équipe olympique. Donc, on n'a jamais senti le fait que, on était là, pas important, si tu veux. Mais au contraire, comme je l'ai mentionné, c'est qu'on avait un objectif précis de faire en sorte que le baseball soit un sport officiel, ce qu'il a été d'ailleurs en 92 par la suite. Et à ce moment-là, vous avez affronté plusieurs délégations. J'ose croire qu'il y avait les États-Unis à ce moment-là, il y avait plusieurs autres délégations. Mais dans cette équipe-là, en fait, quel joueur marquant que les gens peuvent connaître qui était présent, soit avec toi dans l'équipe canadienne ou avec l'équipe américaine? Ben, écoutez, nous autres, avec l'équipe canadienne, on a quand même deux joueurs qui ont eu de très, très belles carrières, dont Matt Stairs, qui a joué pour les Expos, Réal Cormier, qui était avec nous aussi à ce moment-là. Ce sont les deux joueurs qui ont vraiment marqué. Il y a Rob Butler aussi qui a fait un peu le baseball majeur. L'équipe américaine, tout le monde se basait sur l'équipe américaine. C'était pratiquement tous des choix de première ronde parce que le repêchage amateur avait lieu en juin. Les Olympiques étaient en septembre. Donc, c'était pratiquement tous des joueurs importants. Donc, on essaie de se comparer à ces joueurs-là parce qu'on se dit, bon, si eux, ce sont des premières rondes, puis nous, on est capable, d'ailleurs, le Canada, on a battu la seule défaite des Américains, c'était contre nous autres
durant le tournoi. Mais écoute, il y en a eu plusieurs. Là. C'était une équipe d'étoiles carrément. Scott Service, qui est aujourd'hui le gérant des Mariners de Seattle, était le receveur. Tino Martinez, qui était au premier coussin, que les gens ont peut-être bien connu avec les Yankees de New York. Ed Sprague était le joueur de troisième but que les partisans des Blue Jays de l'époque ont très bien connu. Il y avait des lanceurs comme Greg Olson, Ben McDonald, Jim Abbott, le fameux lanceur gaucher. Donc, écoute, c'était là que des choix de première ronde qui étaient là. Ils ont d'ailleurs gagné à ce moment-là la médaille d'or. Écoute, je pourrais te décrire en mots l'expérience que j'ai vécue, tellement difficile de le décrire parce que c'était fantastique. Ça mettait fin à ma carrière amateur d'une façon, de belle façon. Mais vraiment, on ne peut pas me l'enlever. J'ai participé à des Jeux olympiques, puis je trouve que ça, c'était déjà une expérience. Si ma carrière s'arrêtait là, c'était déjà rempli de plein de belles choses. Eh bien, justement, en fait, 88 est l'année des Olympiques et 89 est ton entrée avec les Dodgers de Los Angeles. J'aimerais un peu savoir, parce que ça aussi, c'était une période où, que, dans mes recherches, c'est souvent les gens dernièrement à qui j'ai parlé, exemple, avec Eric Cyr dans les dernières semaines, et lui, c'est c'est avec l'ABC, c'est avec un processus pour se rendre vers les ligues majeures. Toi, dans ce moment-là, j'ose croire que c'est avec ton apparition dans les Jeux olympiques que tu t'es fait connaître par les ligues majeures. C'est qu'à l'époque, les joueurs canadiens étaient des joueurs autonomes. Donc, on n'avait pas à passer par le repêchage amateur. Sauf que si tu es un Canadien qui décide d'aller jouer aux États-Unis dans un collège, là, tu devais obligatoirement passer par le repêchage. Moi, comme je reviens un petit peu en arrière où je disais que j'avais choisi le baseball pour aller à Vancouver, pour être bon, à temps plein au baseball, c'était aussi une des raisons de la décision d'aller à Vancouver. Réal Cormier, par exemple, voulait peut-être aussi aller à Vancouver, mais a décidé d'aller dans un collège américain dans le Rhode Island. Ce qui a fait en sorte que Réal a dû passer par le repêchage amateur. Il a été repêché en cinquième ronde par les Cards de Saint-Louis, ce qui a été très, très bien. Mais moi et Denis Boucher, par exemple, on est resté au Canada en se disant que ben, si on est joueur autonome, puis que plus qu'une équipe s'intéresse à nous, ben, ça devient comme intéressant pour choisir finalement l'équipe avec laquelle tu peux évoluer. T'sais, tout le monde se bat pour son autonomie, puis nous, on l'avait déjà. Donc, c'est sûr qu'en allant avec l'équipe canadienne junior, après ça, l'équipe nationale pendant 2 ans, ben, ça attire un petit peu, puis qu'à un moment donné, euh, en fait, tantôt, j'ai parlé que le repêchage amateur est en juin et que les Jeux olympiques étaient présentés en septembre. Ce qui est arrivé, c'est qu'habituellement, à l'époque, les professionnels joueurs de baseball ne participaient pas aux Jeux olympiques. Hein, la saison était bon. Mais on a fait une exception cette année-là. Parce que normalement, lorsqu'un joueur est repêché, il y a une certaine date avant laquelle il doit mettre sa signature sur un contrat. Et ce que le baseball majeur avait accepté, ou en fait le baseball en général avait accepté, c'est que les choix de première ronde pouvaient aller aux Jeux olympiques en autant qu'ils ne recevaient pas encore leur salaire de joueur professionnel. Ceci a ouvert ma porte en disant, ben moi, j'aimerais ça à ce moment-là, signer un contrat professionnel avant les Jeux olympiques. Alors qu'à ce moment-là, ben, j'aurais fallu que j'attende après, puis que, bon, tout ça dans le fond, se découle pendant un an plus tard. Alors, c'est ce qui est arrivé, c'est que, bon, en ayant à Vancouver, il y a des dépisteurs qui vont jouer, de toute évidence. Bon. Alors, quand j'ai décidé de dire, ben oui, j'aimerais ça avoir un contrat professionnel, je l'ai dit parce que c'est un souhait, là, mais ça a attiré évidemment des gens. Alors, les Expos, les Blue Jays, évidemment, mais quelques autres équipes, dont les Phillies, les Padres, des gens que j'avais rencontrés dans l'Ouest canadien à ce moment-là. Et là, ben, ça fait un peu boule de neige. C'est-à-dire que ça a été médiatisé ici à Montréal, alors que là, les gens s'intéressaient à un joueur québécois. Les Blue Jays n'ont jamais été très loin de l'équipe canadienne, donc inévitablement, eux, se sont mis de la partie. Et tout ça a fait un écho important où, à ce moment-là, Claude Pelletier, qui était ce qu'on appelle un bird dog. Un bird dog, c'est comme un ami d'une organisation. Tu n'es pas payé par l'organisation. Mais il a entendu parler de moi. Fait que, il m'a appelé à un moment donné.
Moi, j'avais donné une espèce de date butoir parce que je devais quitter, moi, pour les Jeux olympiques, là, pour partir pour la tournée olympique autour du 20 juillet. Fait qu'on s'était dit, ben, si je peux signer avant le 1er juillet, ça serait idéal. Puis à peu près le 29 juin, Claude Pelletier appelle puis il dit, écoute, il dit, tu me connais pas, mais je représente un peu les Dodgers. Est-ce que la date du 1er juillet, on peut la dépasser, oui ou non? Puis là, ben, je me dis, écoute, ce sont les Dodgers quand même là, qui appellent. Là. Fait que j'ai dit, ben oui, on peut. Il dit, j'aimerais ça aller voir jouer 2, 3 matchs. Puis bon, 2, 3 matchs plus tard, il a fait appel à un vrai dépisteur de l'Est américain qui est venu me voir. Après ça, une fois que le dépisteur est convaincu, ben là, il appelle ce qu'on appelle un cross-checker. Un cross-checker, c'est un peu ce que. En fait, c'est ce que Alex Agostino aujourd'hui fait avec les Phillies. C'est que lui vient valider ce que le dépisteur a vu. Euh, tout ça pour dire qu'on finalement, on fait une offre contractuelle avec les Dodgers. On m'avait fait des offres avec les Expos. On m'avait fait des offres avec les Blue Jays de Toronto. Moi, j'étais tout énervé. Chaque fois que je recevais un contrat, je disais, bon, je disais, donnez-moi un crayon, on va les signer. Tu sais. Puis c'est mon père qui me disait tout le temps, non, attends un petit peu, là, attends un petit peu, attends un petit peu, attends un petit peu. Puis finalement, ben, cette patience-là a été très bonne parce que j'ai finalement posé ma signature sur un contrat avec les Dodgers avant les Jeux olympiques, ce qui me permettait de partir là, la tête en paix. Et dès les Jeux olympiques terminés, je me suis présenté en Arizona pour faire un peu mes débuts professionnels dans la Ligue d'automne. Et justement, dans cette ligue d'automne-là, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée d'un joueur qui vient de signer? Parce qu'on arrive dans une ligue d'automne, il y a la Rookie League qui va arriver un peu après pour commencer à développer. Le joueur se dirige à quel niveau? A faible, A fort, et ainsi de suite, se diriger vers plus haut. Qu'est-ce qui s'est passé à ton arrivée dans la ligue d'automne? Ben, écoute, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai quand même eu un bon bonnet de signature qui était l'équivalent d'un choix de deuxième ronde à l'époque. Moi, j'étais bien content, sauf que quand tu arrives, tu es un inconnu, tu arrives du Canada en plus, tu arrives en retard parce que j'étais aux Jeux olympiques. Alors, j'arrive là, puis je vois que, bon, ce sont des joueurs professionnels, mais tout le monde connaissait mon histoire. Tout le monde savait le boni que j'avais obtenu. Tout le monde savait que j'étais possiblement un choix de deuxième ronde. Quand tu es un choix de deuxième ronde, première, deuxième, troisième ronde, souvent, ben, tu étais un gros prospect de l'organisation. Fait que c'est sûr que les gens sont arrivés, puis ils m'ont vu, puis ils ont dit, bon, OK, mais écoute, ça a été extraordinaire. Je suis arrivé là, j'avais l'impression qu'après 3 jours, je connaissais 30 gars, puis c'était rendu des chums. Tu sais, ça a été vraiment une adaptation hyper rapide. Petite anecdote, j'arrive donc en retard et c'était la première fois que j'avais l'utilisation de bâtons de bois. Bon, faut retourner à l'époque, c'était que des bâtons en aluminium dans le junior, dans l'équipe canadienne, aux Jeux olympiques, c'était des bâtons d'aluminium. Donc, je me présente professionnellement avec des bâtons de bois. On va avoir le préposé à l'équipement qui est un peu grognon, puis qui dit, écoute, là, je te donne un bâton pour tes matchs, un bâton pour tes exercices au bâton. Puis il dit, viens pas me voir demain. Là. En voulant dire, brise pas tes bâtons tout de suite. Là, OK. Fait que là, on m'envoie dans les cages de frappeurs. Étant donné bon, que j'étais un peu en retard, puis on me dit va dans les cages de frappeurs ce matin, puis habitue-toi, puis on se repasse cet après-midi. Fait que là, j'arrive dans les cages, puis j'allume la machine, puis écoute, un des premiers élans que je prends, je brise mon bâton. Je dis, hey, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Fait que là, je prends le bâton que normalement c'était pour mes matchs. Un élan ou deux plus tard, je brise mon deuxième bâton. Parce que, tu sais, je m'adaptais à la machine, puis peu importe. En tout cas, je brise mes bâtons. Puis là, il y a un gars, il y a un autre joueur qui est dans 3, 4 cages plus tard, puis qui voit ça, fait qu'il vient me voir, puis il se présente à moi, puis il dit, garde, il dit, je te prête mon bâton, mais il dit, brise-le pas. Et ce joueur-là, c'est Mike Piazza. Mike Piazza, qui est au temps de la renommée aujourd'hui, avait été un choix de 62e ronde des Dodgers. C'était une faveur qu'on faisait. Il y a une belle histoire. Il faudrait même faire une balado pour son histoire. Mais tout ça pour dire que c'est Mike Piazza qui me prête son bâton. Hey, là, écoute, je coupe le bâton, puis je fais juste faire des contacts avec la balle, juste pour ne pas briser le bâton. Mais ça m'a aidé, effectivement, finalement, à retrouver mon élan aller porter mes deux bâtons au préposé, au bâton grognon. Alors ça a été mes débuts dans la Ligue d'automne. Ça a été extraordinaire. Je pense que j'ai fait un bel impact à ce moment-là. C'était une superbe aventure. Mais je voyais que les Dodgers à l'époque étaient
je veux dire, j'avais vu l'équipe américaine avec les choix de première ronde, mais je trouvais que le calibre était extrêmement élevé. Et d'ailleurs, je ne m'étais pas trompé parce que, tu sais, à l'époque, il y avait toutes les José Offerman, les José Vizcaíno, tous les joueurs qui ont rempli, si tu veux, les Dodgers au cours des prochaines années. Ils étaient tous là. Étaient tous là. Donc, je voyais que le calibre était, que la compétition allait être un peu féroce dans mes prochaines années. Et là, justement, dans le fond, tu as passé 3 ans, ben, 3 ans avec les Dodgers. Tu as fait les niveaux jusqu'au, si je ne me trompe pas, jusqu'au A fort, avant de te diriger dans l'année 92, où, si je me souviens bien, on parle d'une blessure à Ouais. l'épaule. J'aimerais un peu savoir le processus pour se rendre jusqu'au A fort. C'est produit de quelle manière? Est-ce que ça a été un processus petit peu plus long? Est-ce que ça s'est fait quand même assez rapidement? Parce que c'est sur une tranche d'années de 3 ans pour se rendre jusqu'à 91, comment ça s'est produit, ces transferts-là et ces ajustements-là de niveau supérieur? Ben, en fait, ce que j'aimais des Dodgers, c'est qu'ils m'avaient dit, ma première année, on va te donner la chance de faire le A-fort. Lorsque je négociais, que ce soit avec les Blue Jays, les Expos, les équipes de même, ils disaient, écoute, ta première année, ça va être dans le A recrue. Peu importe, là, on t'en va dans le A recrue. En allant dans la Ligue d'automne, je pense que j'avais bien fait. Donc, on m'avait donné la possibilité de faire le A-fort. Ce que j'ai fait. Donc, même ma première année, j'ai fait le A-fort. Connu une très, très belle saison, participé au match des étoiles. Au-delà, je me dirais, de mes espérances, parce que j'avais quand même sauté comme 2 étapes, puis j'arrivais dans un milieu, puis j'ai exploité ma vitesse, j'avais volé plus de 35 buts cette année-là. J'avais vraiment connu une très, très belle saison. On m'a réinvité donc dans la Ligue d'automne. Tout se passait extrêmement bien. Le camp d'entraînement suivant, donc 1990, j'ai connu ce que je pense encore aujourd'hui, mon meilleur camp d'entraînement. Alors que j'étais vraiment dans une lancée incroyable. Défensivement, ça allait très, très bien. À l'attaque aussi. Il y avait eu une grève pour les joueurs, une petite grève là, durant le camp d'entraînement pour les joueurs qui étaient sur la liste des 40 joueurs, donc les cas des majeurs. Alors, ça m'a permis vraiment de me démarquer. Puis bon. Et là, est arrivé probablement une étape dans ma vie qui me fait grandir, mais m'a aussi nuit beaucoup. C'est-à-dire qu'on me confirme là, que je commence la saison au niveau 2A. Je reçois même, on me dit d'installer mes étiquettes sur mes bagages. J'ai mon billet d'avion. On commence à regarder avec des joueurs dans quel appartement on va rester. Euh, et le matin du départ, donc on devait quitter là, assez tôt là, vers l'aéroport. On prend de côté, puis on m'annonce que finalement, je n'irai pas au niveau 2A. Je commençais à niveau à Vero Beach, en Floride, au niveau A. Euh, bon, écoute, on n'a pas autant de temps qu'on voudrait peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que pour faire une histoire courte, je ne l'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté, dans le sens que je l'ai accepté, je n'avais pas le choix, là, mais dans ma tête, je ne l'ai pas accepté. Et ça a été une grave erreur de babouner, là, c'est ça, on prend une expression québécoise. Je l'ai babouné, celle-là, je n'étais pas content, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, puis on me coupe. C'était une des premières fois que je me faisais couper, que je savais que je ne le méritais pas. Alors, arriva ce qui arriva, un très mauvais premier mois de la saison. Même si à un moment donné, je me dis, OK, passe par-dessus, tu voyais que ça m'avait affecté. Alors, j'avais frappé en bas de 200 dans le premier mois. Ça ne fonctionnait pas. Mais au lieu, c'est pour ça que je dis, c'est une expérience de vie là, qui m'a servi par la suite. C'est que si je m'étais repris en main un peu plus rapidement, ce qui arrivait, c'est qu'un mois plus tard, effectivement, il y a une blessure au niveau 2A, mais c'est pas moi qui ont rappelé, c'est le gars qui était en Californie. Parce qu'il y avait 2 ligues à fort des Dodgers à l'époque. Puis là, ce qu'ils ont fait pour me changer les idées, c'est qu'eux, ils m'ont envoyé à Californie, à Bakersfield, dans la Ligue de Californie, pour me changer un peu d'air, pour me sortir de Vero Beach. Alors, bon, ça a très bien été ma saison une fois par rendu là-bas. J'ai volé près de 50 buts, ça a été très bien, mais j'étais encore coincé dans le niveau A. Puis là, ben, j'ai un jeune qui est arrivé au niveau 2A. Fait que, tu sais, c'est une bataille qui n'est pas toujours facile. Ça dépend qui est où, quel joueur qui est. Bon. Par contre, aller en Californie, ça m'a permis de jouer avec des gars comme Pedro Martinez, puis bon, vivre des expériences extraordinaires. Et là arrive ma troisième saison.
Brett Butler était le voltigeur de centre des Dodgers. Brett Butler est un style de joueur où mettait la balle en jeu du côté gauche, utilisait sa vitesse, déposer des amortis surprises. Ce qui était un peu mon style, mais moi, j'osais penser que j'avais un peu plus de puissance que ça. Et là, la troisième année, le directeur général lui-même qui vient me voir pour me dire, écoute, on veut vraiment que tu aies ce style-là. On pense que c'est avec ce style-là que tu vas te rendre en haut. Mais pour ce faire, on va te garder dans le offre pour commencer la saison, vu que tu changes de style. Tu sais, fait que Ça devient je dur trouvais sur ben, c'est l'esprit de dur sur le dire. moral, mais Ouais. en même temps, c'est le DG de l'équipe majeure qui vient te le demander. Tu dis, écoute, OK, je vais l'écouter, tu sais. Fait que là, mais, sauf que là, je change de style complètement. J'étais un gars qui tirait un petit peu trop la balle, mais j'osais croire que j'étais capable de frapper des balles dans les allées, des doubles, des triples, puis de temps en temps un circuit ou deux. Mais là, c'était vraiment rendu, tu frappes des cinq puis tu vois le début. Tu sais, c'était un peu le style. C'était correct. À l'époque, c'était très populaire. Le premier frappeur, c'était un gars qui se rendait sur les buts de cette façon-là. Fait que je l'ai essayé. Ça allait pas si mal. Fait l'équipe d'étoiles encore une fois cette année-là dans le Haut-Fort, mais ça ne me permettait pas de monter, tu sais, de monter. Puis là, ben, rendu dans la Ligue d'automne, encore une fois, je me disais, là, écoutez, là, on est un peu. Puis comme de fait, ben, au mois de décembre, ben là, j'ai été échangé. J'ai été échangé des Dodgers aux Expos. Et là, je me disais, bon, ben voilà la chance ultime de passer finalement à l'autre étape. Quand tu signes professionnel, juste en passant, tout est fait dans le baseball professionnel pour que après 6 ans, ça passe ou ça casse. Dans le sens que ton contrat est valide pour 6 ans. Les 3 premières années, tu n'as rien à dire. Les 3 années suivantes, il faut que tu aies une forme de protection. C'est-à-dire que si tu es dans le A-Fort, on peut te signer un contrat de 3A, donc tu es protégé, ou un contrat de 2A, puis tu es protégé pour aller dans le 3. Il y a un paquet de formes de protection, mais techniquement, tu es là 6 ans. Et après 6 ans, si tu n'as pas atteint tes objectifs ou tes prévus majeurs, souvent les gens vont prendre leur retraite ou passer à autre chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le baseball professionnel mineur. On ne veut pas que les jeunes fassent leur vie dans le baseball mineur professionnel. C'est du développement pour l'équipe majeure, puis c'est comme ça que c'est fait. Là, ça s'est amélioré au cours des dernières années, là, mais c'est vraiment comme ça que le système a été bâti. Alors là, je me disais, bon, ben, il me reste 3 ans là, à me développer. J'étais encore jeune, j'avais à peine 22 ans. Je pouvais certainement faire des choses intéressantes avec les expos. Puis ça devenait aussi en même temps un rêve de me retrouver dans cette organisation-là. Et justement, l'aspect de l'échange, parce que tu sais, c'est quelque chose qui est, je crois, pas assez discuté à travers les ligues majeures et même la LBGEQ ici au Québec, les jeunes peuvent vivre quand même certains types d'échanges qui ne se comparent pas nécessairement avec les ligues majeures, mais tu sais, qui met quand même un nouvel endroit, un nouveau sentiment. Je pense à des joueurs, des fois, qui peuvent partir de la région de Montréal et se diriger vers Québec, Jonquière, qui sont deux endroits plus reculés, donc il y a le chemin, il y a changer d'habitat, habiter avec des gens que peut-être qu'on connaît moins. Et dans les ligues majeures, là, c'est changer de domaine complètement. Mais à ce moment-là, comment as-tu appris à être échangé aux expos? L'équipe que toi, tu écoutais quand tu étais plus jeune, l'équipe que pas mal tout Québécois, maintenant, c'est les Blue Jays de Toronto. Quand on joue pour une équipe de notre pays ou de notre province, il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment de joie de dire on joue pour une équipe qu'on a vu jouer étant plus jeune. Donc, premièrement, comment on t'a su l'échange et c'est quoi le sentiment de savoir qu'on allait jouer pour les Expos de Montréal? Bon, je retourne encore à l'époque, là, ça me vieillit tout le temps quand je dis ça, mais c'est réellement ça. Ça fait quand même plus de 30 ans. Euh, Écoute, il n'y a pas de cellulaire, hein, il n'y a pas d'ordinateur. Le téléphone sonne à la maison à 4h30 l'après-midi, puis je réponds, puis c'est le directeur général des Dodgers qui m'annonce que je suis échangé. Puis écoute, il y a tellement eu de belles paroles pour moi, il m'a remercié de la façon dont je me suis comporté, bon, nanana, que j'étais tellement comme emballé que je ne savais même pas où j'étais échangé où. Tu sais, je disais, OK, ben merci, puis écoute, j'ai beaucoup apprécié. Puis j'ai quasiment dit, écoutez, en passant, là, j'ai changé où? Je ne sais pas, tu sais.
Il dit, écoute, il a été échangé aux Expos de Montréal. Et je dois avouer que quand il a dit ça, il y a eu une espèce de choc électrique à travers le corps là, qui a fait comme, oh, un instant, là, OK, je ne suis pas échangé aux Brewers de Milwaukee. Rien contre les Brewers, mais tu comprends, je n'avais pas l'affinité. Fait que là, là, il me dit, ben écoute, euh, Dan Duquette va t'appeler dans quelques minutes, puis va probablement te souhaiter la bienvenue et tout ça. Alors là, il n'y avait personne chez nous. Ma mère, à l'époque, travaillait. J'avais une copine, elle travaillait. Mes frères étaient tous partis. Je n'étais pas à partager avec personne. J'étais à la maison tout seul. Ben, finalement c'était une belle aventure cette journée-là parce que moi, mais mon père on avait des billets de saison au Nordique et je devais aller avec mon père. Donc, je suis parti avec mon père au Nordique, au Colisée. Puis, c'est sûr que là, il y a des gens qui m'ont vu, puis il y a des nouvelles, fait que les gens me félicitaient. Mais écoute, en début de troisième période, je me souviens, c'est un match contre les Bruins de Boston. Pierre Gingras, qui est l'annonceur maison, il dit, bon, écoute, on aimerait souligner en plein Colisée de Québec, qui est rempli un match des Nordiques, où là, moi, je suis assis dans mes bancs. Il annonce la transaction et il annonce que je suis présent au match. Alors, j'ai pas eu d'ovation, là, mais c'était quand même, tu sais, je veux dire, les gens ont applaudi, il a fallu que je me lève, puis j'ai vraiment senti, tu sais, un petit rêve de jeune, là, tu sais, de se faire féliciter de cette façon-là en plein Colisée de Québec. Mais ça a été donc cette première journée-là, techniquement, là, dans l'organisation des Expos de Montréal. Et avant de se diriger vers le parcours que tu as eu avec les expos, il y a quand même une étape relativement importante, puis je crois qu'il est important d'en discuter parce que malheureusement ou heureusement, il y a des joueurs qui risquent peut-être de vivre cette expérience-là et qui vont peut-être pouvoir prendre de l'information que toi tu as vécue pour s'adapter à ce moment-là. En 92, tu vis une blessure à l'épaule qui cause un arrêt pendant, si j'ai bien compris dans mes recherches, un an avant de débuter en 93 avec les Expos. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette blessure-là et ce moment-là? Ben, écoute, en passant, quand tu te fais échanger, tu as deux lignes de pensée. Tu as une ligne de pensée en disant, OK, est-ce que l'organisation abandonne sur moi et me laisse aller? Ou il y a une organisation qui croit en moi, elle croit encore plus en moi. Tu sais, fait en passant, il y a deux façons de voir les choses, puis je pense que la meilleure façon de voir les choses, c'est que si tu es échangé, il y a une organisation qui a appelé, puis il y a un intérêt pour toi, donc c'est toujours de même que j'ai pensé. Les expos m'ont offert une belle opportunité. Quand je suis arrivé au camp d'entraînement, j'étais au niveau 3A. Je sentais là, que j'avais même une chance de faire l'équipe. J'avais frappé une coupe de circuit. Les gens apprenaient à me connaître, mais tout le monde me disait, Crime, tu t'en viens avec nous autres à Indianapolis, qui était l'Alfical 3 à l'époque des Expos. Et là, avant un match contre les Braves d'Atlanta, ben, vous savez, les voltigeurs, on fait toujours ce qu'on appelle un in and out. Là. Donc, on va faire deux relais au troisième, puis deux relais au marbre, juste pour se mettre dans le coup. J'avais jamais eu mal au bras. En fait, c'est pas à l'épaule, c'est au coude, là, mon problème. OK. Alors, puis mon bras est une de mes forces. Je m'en cache pas, là, j'ai toujours un excellent bras. Bras et vitesse, là, j'en ai parlé tantôt, c'était mes deux principales forces dans ce sport-là. Et là, ben, j'ai effectué un premier lancer au troisième qui était très bon, comme à l'habitude, mais j'ai senti une espèce de petite sensation dans les doigts, mais bon, rien de plus. Fait que là, j'en fais un deuxième qui est encore aussi bon, mais là, les sensations sont encore plus présentes. Alors, tu sais, je secoue mon bras un petit peu, puis là, le coach était ça va, je vois, oui, ben, regarde, il me reste deux relais à faire. Le premier était nettement moins fort que les deux précédents au troisième. Et là, je sentais vraiment quelque chose dans mon coude. J'ai dit, garde, frappe-moi la dernière balle, je vais finir mon lancer, puis je vais aller faire, regarder ça. Puis le dernier lancer a fait à peu près 20 pieds. Là. Mais là, j'ai senti une brûlure dans mon coude. Donc là, j'avais jamais eu mal. Là. Vraiment, j'ai manqué aucun match en 3 ans d'organisation des Dodgers en raison de blessure. Aucun. Fait que, tu sais, je démontrais aussi que j'avais, tu sais, j'étais pas un joueur blessé facilement. Donc, c'était un plus pour moi. Donc, que là, j'arrive, puis je me blesse.
Je m'en vais voir Dr. Job, qui était à l'époque à Vero Beach, donc avec les Dodgers, mais je m'en vais quand même le voir. Il n'est pas certain que c'est une déchirure complète. Il me demande d'attendre un bon 2 semaines, donc 2 semaines de repos. Les Expos m'envoient à Harrisburg au niveau 2A. C'est là que je vais commencer la saison, aussitôt que je vais être rétabli. Je suis en réhabilitation, alors les 2, 3 premières semaines de la saison. Puis là, ben, j'ai un programme pour revenir. Puis là, ben, j'ai lancé. Puis la journée que, OK, aujourd'hui, Max, tu vas lancer 100%. Là, ça allait bien. Là. Je lançais 50, 60, 70, 80%. Là, aujourd'hui, c'était 90 et 100. Et en lançant les 5 balles que je devais faire à 100%, la cinquième, j'ai ressenti encore une petite douleur. Mais tu sais, elle n'était pas aussi importante. Je m'en vais faire examiner. Là, on passe vraiment tous les examens possibles et on constate qu'il y a une déchirure qui semble être permanente. Alors, je suis allé subir l'opération de type Tommy John. C'est ça que j'ai eu à Los Angeles, parce que c'est là que Dr. Job faisait ses opérations. Donc, je suis parti à Los Angeles me faire opérer et c'est là que malheureusement, j'ai raté toute cette saison-là comme joueur actif. Ça a été difficile parce que je voyais vraiment l'ouverture avec les expos. On me donnait le poste de voltigeur de centre à Harrisburg au niveau 2A. Donc, c'était à moi de faire le travail. Mais j'avais l'opportunité, ce que j'ai toujours attendu avec les Dodgers. Là, je l'avais avec les expos. Puis cette fichue de blessure-là, vraiment nuit. Tu sais, quand je regarde 30 ans plus tard, là, euh, ça, non seulement elle me fait mal physiquement, mais elle me fait mal aussi parce que faut pas oublier que l'opération de type Tommy John, il y a 30 ans, elle n'avait pas le taux de succès qu'elle a aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, là, tout le monde se fait opérer, puis ça revient, puis tu vas gagner 3 000 à 4 000 à l'heure. Là. À l'époque, on te regardait de façon différente. Tu sais, soudainement, une de mes forces était devenue côté fragile pour moi. Tu sais, fait que je l'ai senti quand je suis revenu que je n'étais plus le joueur d'avenir qu'on j'étais un bon joueur, puis on me donnait des possibilités, mais je n'étais plus le joueur d'avenir parce que là, je venais de perdre. Moi, je pense que j'étais parfaitement rétabli là, quand je suis revenu au jeu, mais je le sentais que c'était pas le cas pour tout le monde. Et c'était quoi l'approche de l'équipe à ton retour? Est-ce qu'on a eu une rencontre? Est-ce qu'il y a eu un peu des lignes directives où ils t'ont ramené, dans exemple, dans le A ou dans le 2A, ils t'ont dit fais ton parcours et on va établir les choses par la suite? Bon, là, vu que j'avais manqué un an, on m'a retourné dans le A à West Palm Beach. Donc, ça faisait une quatrième saison dans le A. J'avais passé 2 années sur l'équipe d'Étoiles. Honnêtement, j'avais plus rien à prouver dans ce calibre-là. Là. C'était sûr que moralement, c'était pas facile, mais là, je comprenais que j'avais perdu un an. Donc, il fallait que je me fasse faire. Puis ça a très bien commencé. Je sais, j'avais du succès, puis j'attendais juste l'appel. Honnêtement, là, à chaque fois que je rentrais après un match, je me disais, le téléphone va finir par sonner. Le téléphone sonne à un moment donné, mais c'est pas pour m'envoyer dans le 2A, c'est que là, le baseball majeur organise une tournée internationale euh, en Hollande pour promouvoir le baseball, puis ils veulent un joueur de niveau 2A de chaque organisation, puis on forme une équipe avec ça, puis on s'en va faire une tournée en Europe. Puis j'avoue que ça m'a beaucoup aidé parce que là, je me retrouve avec probablement des gars tous dans la même situation que moi, là, un peu frustrés de ne pas se faire monter ou de ne pas faire ci, puis on se retrouve tous ensemble à promouvoir. Fait qu'on joue contre des équipes nationales. Je joue contre l'équipe nationale du Canada, des équipes nationales de l'Europe, tout ça. C'est sûr qu'on était un petit peu trop fort pour toutes ces équipes-là, mais ça reste que j'ai repris un plaisir à jouer au baseball à ce moment-là. Ça a vraiment bien été. Donc, quand je suis revenu, là, j'ai vraiment, là, ça allait très, très bien au point où j'ai eu l'appel finalement pour monter au niveau 2A. Et le niveau 2A, cette année-là, c'était une grande équipe. Pour vous donner une idée, là, c'était avec Harrisburg, puis il y a le 2A des Expos. Mais là-dedans, il y avait Cliff Floyd, Rondell White. C'était la prochaine QV Curtis Pride, la prochaine QV des Expos. Puis il gagnait tout, là. C'était fou, là, il gagnait tout. Mais là, tous ces joueurs-là ont été montés au niveau 3. Fait, là, nous autres, on arrive au niveau 2, mais on a continué à gagner. Pardon, on a continué vraiment à faire le travail, tellement qu'on a été l'équipe, on est encore à ce jour la meilleure équipe des ligues mineures, avec plus de 100 victoires dans les ligues mineures. Là, c'est très rare qu'on voit ça.
Donc, j'ai fait mes débuts. Je ne jouais pas nécessairement tous les jours, mais je sentais que c'était ma place. Là, puis là, dès l'année suivante, là, je suis dans le 2A officiellement, sauf que ce qui arrive, là, c'est sûr que là, je suis rendu, là, 2 autres années, là, je suis rendu à 24 ans. J'approche, là, là, je trouvais que ça commence à être loin. Là. Ça fait longtemps que je joue. Puis là, ben, le coach vient nous voir et dit, écoutez, vous êtes 4 bons voltigeurs. Est-ce que vous êtes prêts à faire? C'est qu'on fait ça à 4. C'est-à-dire que vous allez jouer 3 matchs sur 4. Puis on fait une rotation. Là, on se regarde tout, on dit, ben, c'est sûr, on va tout avoir 400, 450 présences au bâton. Ça va être amplement pour montrer des chiffres. On se dit, on le fait. Parfait. Les 4 gars, on se regarde, puis on se dit, aucun problème. Fait que, on commence l'année comme ça va super bien. Je frappe quand même relativement bien. Là. Je ne suis pas en train de briser la ligue, mais ça va bien. Je joue au champ centre, des fois au champ droit, parce que j'ai un meilleur bras qu'une couple de ces gars-là. Et là arrive, à un moment donné, durant l'été, une transaction. On avait un lanceur qui était pas content, il exige une transaction, il se fait échanger. On obtient un voltigeur. Fait que là, Pour on se retrouve à bassin. scène, puis le gérant vient me voir, il dit, écoute, Marc, c'est toi qui vas écoper. Là, je comprenais pas. Je comprenais pas. Fait qu'on on va te retourner dans le A. Fait que là, j'ai fait des choses. Bon, écoute, j'ai moi-même appelé Claude Brochu, qui était le président de l'équipe. Et je, OK. je trouvais qu'est-ce qui se passait, que c'était un non-sens. Fait que j'ai appelé Claude Brochu, qui a pris mon appel. J'ai expliqué M. Brochu, puis les Expos venaient juste d'avoir leur 3A à Ottawa. Leur équipe filiale 3A était maintenant à Ottawa. J'ai dit, M. Brochu, si je joue à Ottawa cette année ou l'année prochaine, c'est-tu bon pour vous autres? Ah, Max, ça serait extraordinaire, tu sais, ça serait le fun. Un gars du Québec parle français, nanana, puis tu sais, un gars du Canada, ça va dire. OK, j'ai dit, moi, là, tout ce que je vous demande, là, c'est donnez-moi 400 présences au bâton au niveau 2A, comme je m'étais entendu avec mon gérant au début de l'année. Puis j'ai dit, si je frappe, je sais pas moi, 2,85, 300, 310, puis je vole 35-40 buts, puis je marque 80-90. C'est bon, ça? Hey, ça serait, écoute, ça serait vraiment super. Puis, mais par contre, si je frappe 210, puis je vole 3 buts, puis je fais ci, là, je vais vous serrer la main, je vais dire merci beaucoup de l'opportunité. Ça n'a pas marché, puis, mais j'ai eu l'opportunité. Ah, il dit, ah, mais, parce que lui, il n'était pas au courant là, que je venais d'être cédé au niveau A. T'sais. Fait que là, j'ai dit, Monsieur Brochu, voici ce qui se passe. J'ai quand même. Je pense qu'on s'est perdu avec Ouais, l'audio. pardon. Ça Ah, il va n'y a quand pas de même problème. pas. Excuse-moi, ça va quand même pas si mal. Puis là, tout ça pour dire que il dit, écoute, Marc, laisse-moi avec ça. Fait que là, tu comprendras que je suis dans mon appartement à Harrisburg, puis je fais les 100 pas parce que là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il me rappelle au bout de quelques heures pour me dire, écoute, Marc, euh, les gens de baseball, puis là, la façon qu'il parlait, c'est que peut-être que tu devrais devenir un entraîneur éventuellement. On commence à me parler de ça. Fait que je dis, mais là, moi, j'étais encore jeune, je veux jouer, ça n'a pas de bon sens, je veux cette opportunité-là. J'appelle mon agent, il dit, écoute, Max, ça n'a pas de bon sens, tout ça. Fait que, il dit, moi, l'agent, je ne peux pas communiquer avec d'autres équipes tant que tu es sous contrat. On ne peut pas faire ça, tu es sous contrat. Fait que ce que j'ai fait, j'ai demandé aux Expos de me libérer. J'ai dit, libérez-moi d'abord. Écoutez, si vous ne m'offrez pas cette opportunité-là, je vais essayer. Je suis sûr qu'une équipe qui va me permettre d'aller jouer au niveau 2A. Et à Puis ce là, ben, on moment-là, rentre un peu dans les détails plates, là, c'est-à-dire que là, les Expos ont refusé de me libérer, ce qui était un peu plate, là, honnêtement. Là. Fait que là, ben, je ne me suis pas présenté à West Palm Beach. J'attendais Et là, beaucoup plus tard dans l'année, ils décident de me libérer alors que c'est plus le temps du tout de se trouver. Alors, quand j'ai été libéré, mon agent a dit, écoute, Marc, il reste un mois à saison, là, il ne se passera rien. Tu sais. C'est un peu comme ça que c'est malheureusement terminé, cette carrière-là. Mais c'est assez bref, là, comment qu'on décide tout ça. Là. Il s'est passé plein de belles choses dans tout ça, là, mais c'est un peu comme ça que ça s'est terminé. et à ce moment-là, on se retrouve en quelle année dans le processus chronologique?
Ben, en fait, c'est l'année 94, donc l'année OK. de la grève, l'année où il y a eu les expos, évidemment, avec la meilleure équipe de tout le baseball pratiquement. Fait que ça, c'était en 94. Et justement, à ce moment-là, quand tu as été libéré, il reste un mois à la saison, est-ce que aussitôt que tu as été libéré, parler avec ton agent, la décision a été faite de dire on termine la carrière là, ou on a eu un processus décisionnel de savoir qu'est-ce qui se passe par la suite? Non, c'est ça. Ça ne s'est pas terminé sur le coup, là. Je suis retourné chez nous, plusieurs réflexions derrière tout ça. Il y a eu la grève, évidemment, qui s'est amorcée là, au mois d'août. Donc, on ne savait même pas s'il allait y avoir du baseball, tout ça. Fait que moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je suis allé, pendant la grève, suivre le cours à ProMédia, que tu dois connaître certainement là, à Montréal. Parce que là, je me suis dit, bon, ben, si ça ne marche pas comme joueur, je vais au moins m'équiper à savoir, de pouvoir expliquer, de pouvoir parler le baseball dans un langage qui a de l'allure. Puis, alors, lorsque la grève s'est terminée, ben là, j'avais cette espèce de bagage-là. Et c'était au moment, là, à peu près lorsque j'ai commencé à suivre le cours que j'ai dit, ça va être probablement terminé à ce moment-là. Tu sais, je t'ai parlé tantôt des 6 ans. Mon agent avait dit, écoute, Marc, je reçois des invitations de d'autres équipes éventuellement, mais personne ne nous garantit un poste. Puis c'est normal, là, tu sais. Mais moi, je ne voulais pas retourner dans le A. Tu sais, j'avais 25 ans maintenant. Je trouvais que ça avait, tu sais, ça traînait beaucoup. J'avais fait donc mes 6 ans total. Peut-être que c'était à tourner la page à ce moment-là. Et puis, comme de fait, quand la grève s'est terminée, ben là, j'ai appliqué probablement pour un poste aux expos et par la suite, bien évidemment, il y a eu toutes sortes de changements au niveau de la télédiffusion des matchs des expos. Donc, il a fallu que je me batte un peu, mais je me suis retrouvé avec un poste à l'époque à TQS qui présentait des matchs des expos. Et TQS, on parle ici là, de 1995 à Ouais. 1998. Par la suite, il y a eu 1999 avec Radio-Canada, 2000 à 2005 avec le réseau radiophonique des Expos. Et à travers ça, j'ai lu quand même quelques histoires qui sont assez intéressantes. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est le cours en tant que tel de radio, télévision, de promédia, qu'est-ce que ça t'a apporté que tu crois que peut-être qui donne peut-être un avantage sur certains autres collègues qui sont professionnels du sport, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement passé ce cours-là que toi, tu as eu? Ben écoute, moi j'ai fait beaucoup d'entrevues lorsque j'étais joueur, puis souvent on me remerciait de la qualité de mon français ou de la façon dont je m'exprimais. Donc, tout le monde disait hey, tu t'exprimes bien. Fait que ça m'a motivé un peu à dire OK, ben si je m'exprime pas pire, si les gens des médias m'en parlent, tu sais, ça doit faire quelque chose je dois faire quelque chose de bien. Donc, en m'inscrivant à ProMédia, j'avais un but précis. Moi, je voulais pas être animateur à Musique Plus, là. Je voulais être un gars de baseball, mais tu comprends, Ouais. avec une expérience, avec des trucs pour m'aider à bon, articuler mieux ou parler mieux. Bon. C'était, écoute, j'ai frappé dans le mille avec ce cours-là parce que euh, plusieurs des gens avec qui j'ai pris le cours, bon, voulaient être animateurs à Musique Plus ou voulaient être des lecteurs de nouvelles, c'était parfait, là. Mais moi, j'avais un but précis, c'était d'être un analyste baseball. Alors, je suis parti là avec cette idée-là. Ça m'a vraiment aidé beaucoup. Ça m'aide encore aujourd'hui, d'ailleurs, d'avoir des trucs, même au niveau articulation, prononciation. Je prononçais les i et les an, c'était épouvantable. Tu sais, quand tu te réécoutes, là, des fois, c'est. euh, alors, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé et motivé en même temps. Parce que je reviens à ce que mon coach m'avait dit, exploite tes forces dans la vie. Quand j'ai pris la décision que c'était terminé comme joueur, quelles sont mes forces maintenant? Ben, mes forces, c'est mes connaissances baseball. Tu sais, je viens de vivre 6 années professionnelles, 3 années avec l'équipe canadienne. J'avais un bagage baseball que peu avaient comme joueur de position en plus. Et si je m'exprime pas pire, puis je m'équipe en plus à ce niveau-là, ben là, voilà deux forces intéressantes qui peuvent m'aider à aller chercher une deuxième carrière dans ça. C'est un peu comme ça que j'ai pensé. Puis, comme j'ai mentionné, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il a fallu que je me batte pour avoir le poste à TQS. Les expos avaient leur façon de faire, avaient promis le poste à d'autres mondes. Puis moi, j'arrive, j'ai dérangé un peu, mais je suis convaincu que le fait que j'ai pris le cours à ProMédia, en plus de mon expérience, là, puis tu n'étais pas vieux, là, j'avais encore 25 ans, là, d'avoir ce poste-là, ben, je suis convaincu que ça a été un grand plus.
Et justement, avant de prendre ce cours-là, est-ce que la possibilité, tu as peut-être frôlé l'esprit de dire je vais devenir un coach, je vais peut-être devenir un recruteur pour une équipe. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a tenté à ce moment-là ou est-ce que c'est quelque chose qui te tente rendu aujourd'hui en 2023? Quand tu es joueur de baseball professionnel, honnêtement, là, tu n'as pas de plan B. Puis je te dirais qu'il ne faut pas que tu aies un plan B. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois, selon moi, focusé à 100% sur ta tâche. La journée que tu commences à penser à un plan B, c'est la journée que c'est terminé pour toi dans ton plan A. C'est vraiment, je vous dis, c'est une jungle. Puis, les gens vont dire, oui, mais il faut que tu aies un deuxième. C'est correct de penser de même, mais je vous dis, là, une façon de faire. Là, puis j'ai suivi quelques, quelques cours par la suite, adultes, là, plus tard, sur ce sujet-là. Puis j'avais raison de penser de même. Mais la journée, donc, j'ai commencé un plan B. J'y ai pensé lorsque, ben justement, il a fallu que je m'inscrive, puis que je voyais que ma carrière tirait vraiment à sa fin. Là. Et là, ben, c'est ça que ça a fait la différence. Ça a vraiment fait la différence à ce niveau-là. Euh, Puis, tu sais, c'est un cours, je me souviens à l'époque, il fallait passer une audition pour passer ce cours-là. Tu sais. Puis, c'était pas évident. C'était pas évident, mais j'ai expliqué où je voulais m'en aller. Puis, c'est là qu'on a décidé de me garder. Parce que j'ai été aussi, en passant dans ce cours-là, l'élève le plus amélioré. Fait que tu t'imagines-tu quand j'ai commencé, je ne devais pas être terrible, mais au moins, ça a bien fini.